sommes en direct sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter, sur tous les services numériques et sur tous les réseaux sociaux qui peuvent exister. Ce sera certainement l'objet aussi de quelques questions ce soir lors de notre direct vidéo avec vous, Alain Damasio. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir à vous qui nous regardez sur les différents comptes, sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook de pays. On est très heureux de faire cet événement de lancement du numéro 2 de pays que je tiens entre les mains, que nous avons reçu il y a quelques heures, quelques jours de l'imprimeur de ce numéro 2 de pays, donc 168 pages de reportages, d'enquêtes, de portraits consacrés intégralement au Vercors. Et donc, ce soir, Alain Damasio, vous allez répondre aux questions de Manon, qui est ici présente, fondatrice de pays, et aux questions de nos auditrices, auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, je ne sais pas comment on peut le dire, qui allaient poser vos questions et que je transmettrai ce soir. Nous sommes jusqu'à la fin de cette semaine en campagne de pré-vente, campagne de financement participatif de ce numéro 2 de la revue pour lui donner un écho et pour lui permettre une diffusion et le fait qu'il puisse rencontrer un public large dans le Vercors, mais autour. Et c'est l'idée qu'on puisse aujourd'hui parler justement de cette question des imaginaires de ce territoire du Vercors. Donc voilà, on y reviendra et je laisse tout de suite la parole à Manon et à vous, Alain Damasio. Merci beaucoup. Merci Baptiste, bonsoir à toutes et à tous. Ça me fait très plaisir d'être là, ça me fait très plaisir d'être là avec vous aussi Alain. Je suis très contente de vous avoir. Donc en fait, pour vous présenter déjà peut-être un petit peu, vous êtes un écrivain de science-fiction, un des plus connus en France aujourd'hui, peut-être, on peut le dire quand même. Vous avez notamment écrit La Horde du Contrevent, Les Furtifs, La Zone du Dehors, Scarlett et Novak. Mais si on vous a avec nous ce soir, en fait, c'est parce que vous avez aussi habité le Vercors, hein, il me semble, et que en tout cas, vous connaissez très bien ce territoire. Et c'est justement pour ça, on voulait en discuter avec vous, pour savoir un petit peu peut-être comment il vous avait inspiré ou comment il vous inspire encore aujourd'hui. Donc, j'aurais peut-être déjà aimé commencer par une première question toute bête. Comment vous décririez, vous, le Vercors ? Vercors, moi, je le décris comme une île, vraiment. C'est comme ça que je le ressens. C'est une île calcaire qui est posée au bord de, finalement, presque de la vallée du Rhône, pour moi, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est vraiment une citadelle. C'est une citadelle perchée, comme ça. C'est un plateau perché. Donc, il y a vraiment un côté où, quel que soit l'accès que tu as sur le plateau, que tu passes que tu passes par le Royan, que tu passes par le Trièves, ou que tu passes par Grenoble, ou que tu viennes du Diois, quel que soit même de la Germane, tu as vraiment le sentiment, tu sais quand tu rentres dans le Vercors. Voilà, tu commences à t'élever, tu sais que tu rentres sur le plateau, tu rentres sur l'île. Et c'est vraiment quelque chose de très marquant, très net. Tu le vois, pareil, sur les photos aériennes. On se sent isolé, du coup, on se sent isolé. Ouais, il y a un côté où, bon, c'est très, évidemment, c'est très relié. Il y a pas mal de routes qui y accèdent, mais malgré tout, toutes ces routes sont, à un moment ou à un autre, soit parce que c'est des gorges, tu vois que tu es dans les gorges de la Bourne ou les Grands Goulets, ou que tu passes par la Comble-Laval, etc. Tu es sur une approche qui est difficile, qui est exigeante, qui fait que tu sais que tu passes dans un autre pays, tu passes dans un autre biotope. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Ouais. Donc, moi, je le vois un peu comme une île. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. C'est marrant, c'est une description qui nous est souvent revenue dans les reportages, de nous parler d'une île un peu sur la mer, cet aspect isolé. Ouais, il y a une sorte de mer. Ouais, c'est ça quand même. Hein. Parce que tu vois, tu as l'axe de la vallée du Rhône, tu as vraiment le pavillon Marseille, et puis tu as tu as cette île qui tout d'un coup surgit. Moi, je sais, quand j'ai choisi d'habiter là-bas, j'ai habité 4 ans, je l'ai choisi parce que c'était la montagne la plus proche de l'axe PLM, tu vois. C'était la plus proche de l'axe Paris-Marseille. Donc, quand tu regardais une carte, tu t'arrivais sur le Vercors, c'était effectivement, parce que de Valence, c'est relativement, voilà, tu es à 1 heure de Valence, et ça a été comme ça que je l'ai choisi au début. Ouais. C'était quand, justement, la première fois que vous êtes allé là-bas ? La première fois, ça devait être Bon, j'y suis allé pendant l'enfance. Hein. Moi, j'étais lyonnais d'origine, donc on y allait. C'était un endroit où on allait. Et j'avais un souvenir comme ça, complètement fou de Fondurle, justement, de la station. Et pendant longtemps, mon souvenir, il était très, très impossible à retrouver. Je me rappelais de quelque chose de vertigineux et je ne savais pas pourquoi. Et beaucoup plus tard, vers 22 ans, 25 ans, je ne sais plus exactement, j'avais repris cette route de Comble-Laval, et là, j'ai revu les précipices, etc. Je me suis dit, mais c'est ça que j'avais petit.
qui m'était resté, tu vois, ce Le souvenir souvenir est de peut-être il y a apparu comme 5 ça, ans ouais. que j'avais eu. Et j'avais été à Chorange aussi, je me rappelle, les grottes de Chorange, des choses comme ça. Donc, j'avais les souvenirs d'enfance. Et tu te rends compte qu'en fait, les marqueurs d'enfance, le fait que tes parents t'emmènent à tel ou tel lieu, vont faire que tu y reviens. Moi, en tout cas, ça a été le cas pour le Vercors, ça a été le cas pour la Corse, par exemple, ça a été le cas pour le Verdon. C'est des lieux sur lesquels je suis revenu parce que petit, on m'y avait amené, quoi. Voilà, c'était. Donc, j'y suis revenu vraiment à l'époque, ça devait être. Je m'y suis réinstallé, je me suis installé vraiment en 97, mais j'y suis revenu autour de 95-96, parce que j'ai travaillé pour le parc naturel régional du Vercors à l'époque. Ah oui? Ouais, Qu'est-ce que vous à faisiez l'époque, j'avais là-bas? une petite entreprise de consulting et je faisais des études pour le parc. Ouais, je faisais des études pour le parc. Et du coup, j'y étais allé pour ça, quoi. Au Ok. début. Et après, je me suis installé, effectivement. Ouais. Oui, ouais. Et vous êtes resté 4 ans là-bas, alors, c'est Ouais, je chouette. suis resté 4 ans. De 97 à 2001, j'étais là-bas. Je suis installé à la Chapelle en Vercors et j'ai vécu en fait 2 ans à la Chapelle, 2 ans à Saint-Agnan en Vercors, dans un centre de vacances et à la Chapelle dans une espèce de petit chalet que je louais comme ça. Et j'étais allé pour écrire. J'étais allé normalement pour faire La Horde du Contrevent, mon deuxième roman. Et en réalité, j'ai absolument pas écrit La Horde. J'ai commencé à la structurer, à faire la Bible d'univers. Mais j'ai surtout fait énormément d'associations, de rencontres, de projets. Et voilà, c'était. C'était pas du tout un temps d'écriture finalement, alors Ouais, que… non, c'était pas la fille qui est passée un coup de main. C'était. Et en fait, c'était pas un. Non, j'ai une vie sociale extrêmement intense. Et c'était ça la grande particularité, je trouve. C'est que moi, à l'époque, j'avais vécu 7 ans à Paris. Donc, j'ai vécu à Lyon, puis après 7 ans à Paris. Et on croit que Paris, bah, ça va développer énormément les liens, il y a beaucoup de rencontres, etc. En vrai, j'ai fait beaucoup plus de rencontres, j'ai développé beaucoup plus de vie sociale dans le Vercors qu'en ville, en fait. Ok, parce qu'on a plus l'occasion de rencontrer du monde, peut-être, vu qu'on est proche. Ouais, et puis les gens, le fait que tu les rencontres sans arrêt, en fait. C'est-à-dire que tu vas à la boulangerie, tu finis par effectivement reconnaître très vite les gens te connaissent. Dès que tu fais une activité, bon, bah, tu rencontres tous les gens importants de l'activité. Donc, en réalité, tu te retrouves très, très vite lié. Le tissage est beaucoup plus rapide, plus fréquent. Il y a beaucoup plus de rencontres. En ville, tu peux croiser une personne, c'est rare, à moins d'avoir vraiment une grosse vie de quartier, mais même en vie de quartier, il y a tellement de monde sur les métropoles que tu ne croises pas les gens comme ça. Ouais. Par contre, tu vois, la Chapelle, c'est quoi? Ça doit être maintenant 800 habitants, 700, 800 Ouais, c'est habitants. ça, ouais, Bon, 700 000. voilà, tu les connais très rapidement, hein, la plupart. Donc c'est ça, les gens ne savent pas ça, mais les zones rurales sont beaucoup plus propices à l'échange et à la vie sociale que les zones urbaines, contrairement à ce qu'on peut croire quand on vit en ville. Ouais. Oui, et je lisais d'ailleurs dans une interview que vous disiez que ça avait pu être pesant un petit peu cette proximité, le fait que tout le monde se connaisse et que parfois, peut-être qu'on sache tout aussi sur tout le monde. Ouais, bah, moi, cet aspect, il est vraiment intéressant. Tu comprends 2 choses très vite. Tu comprends pourquoi il y a eu ce mouvement général et mondial d'urbanisation, c'est-à-dire pourquoi les gens ont quitté les campagnes pour s'installer en ville. Une des grandes raisons, c'est effectivement l'anonymat que permettent les grandes villes et le fait que tu fais un peu ce que tu veux sans que les gens le sachent et tu n'as pas à te confronter à ces enjeux sociaux, à ces enjeux communautaires, à ces enjeux de village. Et en même temps, moi, je trouve que il y a un tissage qui est extrêmement intéressant, extrêmement riche. Tu découvres des gens, tu approfondis très rapidement des relations qui sont fortes. Et tu es obligé, moi je me souviens de mes premières impressions au bout de 6 mois, je me disais, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Tu ne peux pas te mettre à bitcher, tu vois, à commencer à critiquer les gens, etc. Parce que tu sais que de toute façon, si tu le fais, ça va se répercuter, on saura que tu le fais. Donc, ça te donne aussi une éthique de relationnel que tu n'as pas forcément en ville. Parce qu'en ville, à la rigueur, tu peux critiquer tout le monde, ton voisin, ton machin. Tu sais que tu n'auras jamais affaire en vérité à lui. Et ça discipline ton comportement social, je trouve. Et moi, j'ai trouvé ça très bien, en fait. Je trouve ça très bien, ça t'oblige à faire les choses, à être attentionné, à faire gaffe à ce que tu dis, à respecter les gens. Mais par contre, il y a des gens sur qui ça pèse, quoi. Voilà, c'est pas pour rien voilà, que la ville est devenue dominante. C'est que les gens y ont vu surtout un facteur d'aliénation. Moi, je le vois plutôt comme un facteur d'ouverture et de lien, surtout en régime extrêmement individualiste comme dans lesquels on vit, quoi. C'est vrai que le modèle néolibéral pousse à cette atomisation, à cet individualisme, et du coup, on souffre au contraire du manque de lien. Et ça, c'est très vite conjuré. Et quand tu vis en village, tu as vraiment ces liens-là. Après,
bah, il faut reconnaître, j'ai vécu 4 ans et après, je suis parti, quoi. Et je suis parti parce qu'aussi, j'avais un sentiment d'usure, un sentiment d'avoir fait le tour, un sentiment ouais, de tourner un peu en rond dans un ensemble de rumeurs, de ragots, et surtout l'hiver, c'est assez marrant l'hiver, parce qu'il y a comme une espèce d'ouverture plus grande dès que le printemps ou l'été arrive. Il y a plus de passages. En hiver, tu sens le truc se refermer comme ça. C'est assez. Et d'ailleurs, il y a un effet de déprime. Moi, je me rappelle, un des trucs qui m'a fasciné aussi, c'est l'impact des saisons dans le Vercors. C'est-à-dire qu'à partir du moment où arrivé octobre, fin octobre, où les vents très forts arrivent, le froid descend, le gel apparaît et que les feuilles tombent et que tu as les troncs noirs qui se. Tous les feuillus deviennent tristes et noirs. Là, il y a une chute de morale, mais comme ça, quoi. Et les débuts novembre, il y avait tout le monde. Alors, en début novembre, tu vas voir tous les gens du Vercors, tout le monde te dit ah, j'en ai marre, je vais quitter le Vercors, je vais aller habiter ailleurs, etc. Et puis, quand arrive le printemps, tu vois, avril-mai, ça y est, tout repart et tout. Mais il y a vraiment un effet très fort de déprime de novembre sur ces lieux, quoi, qui est lié vraiment au climat. Et tu n'as pas encore la neige. Donc, tu n'as ni la neige, ni le plaisir de la neige, le blanc de la neige, cette lumière que ça apporte, le ski, le fait que les stations reprennent, etc. Le fait que tu peux faire des skis de fond, bon, tu n'as pas ça et tu as juste la tristesse de l'hiver. La tristesse de l'hiver et la nuit qui tombe, oui, c'est sûr, ça peut être un peu déprimant, surtout Ah ouais, quand on… ouais, non, c'est sacrément. Mais ça, c'est les choses que tu ne vois pas en ville. Enfin, tu vois, moi, là, je suis à Marseille maintenant. À Marseille, comme en plus, tu as une végétation méditerranéenne où il y a que des résineux, il y a très peu de feuillus, etc. Tu ne subis pas l'hiver. Ce n'est pas quelque chose qui est. Tu as juste un peu plus froid, mais le panorama ne change pas, la pinède ne change pas. Enfin, tu vois, tu as très peu de feuillus, en fait. Ouais, ouais. Donc, ça explique aussi peut-être pourquoi vous êtes parti finalement en Corse pour écrire La Horde Ouais. ensuite. C'est vraiment pour ça, parce que vous aviez trop de liens, justement, trop de Ouais, difficultés. j'arrivais pas à écrire. En fait, j'avais développé beaucoup trop. J'étais dans plusieurs assos, dans 4-5 associations. Je travaillais à la Maison de l'Aventure. Voilà, j'avais monté plusieurs projets. Et les liens faisaient que ouais, j'étais pas assez inconnu, pas assez seul, pas assez. Et je suis parti en Corse. Et là, je me suis vraiment isolé. C'est-à-dire que j'ai fait aucun lien. J'ai fait exprès de faire aucun lien. Donc, j'étais dans le Cap Corse à Nonza. Déjà, c'est plus difficile de faire des liens avec les Corses qu'avec les Vertacos, tu vois. Donc, et là, j'ai vraiment écrit la Horde, ouais, pendant 3 ans. Ouais, ouais. Est-ce que malgré tout, il y a des choses qui vous ont inspiré de ce passage dans le Vercors pour l'écriture? Je sais qu'on avait parlé un petit peu avant ça par mail de lieux qui vous ont inspiré, notamment le Fondur, la Combe de Lossens, etc. Est-ce que tous ces paysages un peu calcaires, karstiques aussi, peuvent Ouais, être carrément. importants dans votre écriture? Oui, il y a eu beaucoup, il y a beaucoup d'influences. De toute façon, un paysage s'imprime en toi, il t'influence à la fois sur les biotopes que tu vas restituer dans tes livres, et il t'influence évidemment sur la vie sociale et les gens que j'ai rencontrés. Donc, il y a cette vie sociale extrêmement intense, elle a beaucoup nourri les personnages de la Horde. Il y a des personnages directement, vraiment, directement inspirés d'amis que je me suis fait là-bas. Par exemple, le personnage de Step, c'était quelqu'un qui s'appelait Stéphane, qui était un jardinier paysagiste extraordinaire, qui m'a fait découvrir l'importance du végétal, la puissance du végétal, alors que je ne m'intéressais pas du tout à ça. Moi, j'étais beaucoup plus sur l'animal, mais le végétal, pour moi, c'était un truc qui ne bougeait pas, je ne voyais pas l'intérêt, quoi. Et il m'a montré la puissance de vie que ça avait, que ça portait, et ça m'a vraiment révélé des choses, il m'a ouvert à des choses. Et puis après, ouais, il y a les biotopes, il y a les écosystèmes, il y a les paysages. Donc, par exemple, très typiquement, pour ceux qui connaissent la Horde du Contrevent, toute la fin du livre, quand ils arrivent en extrême amont, donc au bout, ils ont remonté la terre entière, ils arrivent en extrême amont, ils sont au bout du vent, et ils arrivent comme ça sur une falaise coupée, en fait. C'est un grand plateau coupé qui donne sur l'infini. Et cette vision-là, elle m'a été donnée par mes premières visites. Et puis après, j'allais très, très régulièrement à Fondurle. C'est-à-dire qu'à Fondurle, effectivement, tu vas au bout du plateau de Fondurle et tu te trouves au bord du Diois. Tu as une falaise qui fait, je sais pas, 200 mètres au moins, peut-être un peu plus à certains endroits. Et tu as l'impression que c'est le bout du monde. Tu es suspendu, tu fais un pas de plus, bon, tu tombes ou tu pars dans le… Et ce côté, en plus, il y a pas mal quand tu viens vraiment de la chapelle, que tu montes par le musée de la Résistance, etc., et que tu pars de là-bas, il te faut du temps quand même. Il y a un temps de marche, il y a bien 1 heure de marche pour arriver au bout du plateau. Donc, tu as le temps et tu passes par ces dolines, tu remontes, tu repars. Et toutes les dolines, par exemple, m'ont beaucoup inspiré pour les crônes, pour l'idée des crônes. C'est cette forme extrêmement arrondie. Pour moi, c'est fait par des crônes qui aspirent comme ça la matière. Donc ça m'a aussi beaucoup
inspiré, j'ai beaucoup utilisé ça. Et puis le vent sur le plateau, à fondure, tu as très souvent beaucoup de Ouais, vent. c'est ça, oui. Ouais, et ça a été. Mais pareil, sur des choses très simples comme le buis, c'est présent partout, hein. Là, c'est vraiment c'est vraiment pour le coup la plante que tu vois le plus sur le plateau du Vercors, en tout cas du Vercors central. Et, sa résistance, le fait que c'est un bois qui pousse extrêmement lentement, le fait que c'est un bois dont on fait les flûtes, dont on fait des baguettes, euh, qui résiste extrêmement bien au vent, qui pousse en milieu calcaire sur les milieux très arides, qui résiste au froid, qui résiste au chaud de l'été. Enfin, cette résistance-là, ce côté, cette puissance, ça m'a. Un des premiers tests que j'ai fait sur la horde était sur le buis, ouais, sur le buis comme une espèce de feu qui était de feu végétal, quoi, qui était Ouais. Pour capable de inspirer tenir. peut-être pour les personnages aussi, justement, qui sont très résistants, qui Ouais, tentent ouais, ouais, pour aller. ça a été ça. Après, tu vois, la Combe de l'Ossens, c'est des milieux extrêmement beaux parce que tu as cette espèce de micro-plateau avec ces dolines. Tu vois, tu as 3 ou 4 dolines absolument magnifiques et exemplaires. Tu as vraiment envie de t'installer à l'intérieur, de faire un spectacle à l'intérieur, même les passages de Caracol quand il fait ses contes, etc. Moi, je les vois dans des dolines comme ça, tu vois, je les vois dans des creux parce que ça t'abrite du vent. Et à l'intérieur de la doline, souvent poussent des choses parce que justement, elle prend beaucoup moins le vent. Donc, mais j'ai un nombre de lieux très, très énorme sur le Vercors sur lesquels je suis allé, qui m'ont inspiré. Des fois, Par on en exemple, voit des mots, ouais, j'ai vu Hurle, par exemple, parfois qui revient, on le trouve parfois. Alors, je ne sais pas si c'est inspiré aussi de The Vercors et on les retrouve dans les romans petit à petit comme ça. ouais, bah, il y a une nouvelle, par exemple, qui s'appelle Le Chamois des Alpes Bondy, qui est entièrement qui est dans le recueil, qui est un recueil de. Je ne sais pas si on l'a repris. Si, je l'ai repris dans le recueil. Non, non, je n'ai pas repris encore une nouvelle encore. C'est dans le recueil Faites demi-tour dès que possible. C'est de la science-fiction régionale. Mon éditeur avait voulu délirer là-dessus. Et tout se passe dans le Vercors. Tout se passe dans le Vercors aussi, quoi. Oui, le chamois des Alpes Bondy, d'ailleurs, c'est la phrase que se donnaient les résistants, c'est ça, Ouais, hein? complètement. Ouais. Après, il y a eu toute l'influence, évidemment, très forte de la résistance dans mon choix, hein. Ça a été pour moi quelque chose de. C'est marrant, mais il y a vraiment des phénomènes, des fois, dans la vie, des signes ou des choses sur lesquelles tu t'appuies. C'est que quand j'avais visité justement le parc national enfin, le parc régional du Vercors, et j'avais été visiter le musée de la Résistance, le fameux musée de la Résistance qui est à Vassieux, là, qui est au-dessus de Vassieux, là, au col de la Chaux. Et d'abord, c'est bon, un musée, je trouve, extrêmement bien fait. Le choix vraiment du béton, du bunker, et il est extrêmement judicieux. Et j'avais fait la visite, j'étais ressorti et on était redescendu avec, c'était la fille qui s'occupait vraiment de la culture au parc. Et en ressortant, j'ai levé la tête comme ça. Je cherchais déjà un lieu pour m'installer et écrire la horde. Et j'ai levé la tête et il y avait, mais vraiment un cirrus, tu vois, dans le ciel qui dessinait une plume, quoi. Ça faisait vraiment, c'était vraiment net, quoi. Tu avais vraiment l'impression que quelqu'un avait dessiné la plume. Et là, je me suis dit, bah ok, c'est un signe. Voilà, il faut que c'est Il la faut plume. s'installer ici. Ouais. Ouais, 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 mais c'est vrai, hein, ça a été. Alors, je suis pas très signe d'habitude, machin, mais là, c'était un truc tellement massif. Je me suis dit. Puis la notion de résistance me plaisait beaucoup, le fait que ce plateau soit habité par ça, le fait qu'il faut résister l'hiver, effectivement, à un certain niveau de froid, que les gens qui y habitent sont des gens qui ont une. Ça, on le dit pas assez, mais les territoires sélectionnent les gens qui y habitent. En vrai, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression de choisir un lieu, tu vois, on a l'impression de choisir un territoire. Moi, j'ai choisi le Vercors, etc. à ce moment-là. Mais en fait, c'est le territoire qui te sélectionne, qui te trie, quoi. C'est-à-dire que c'est lui qui décide si oui ou non tu vas pouvoir t'y habituer, quoi. Et si tu ne supportes pas l'hiver, si tu ne supportes pas le froid, si tu n'aimes pas ces changements de température, si le brouillard qu'il y a, ça te fait chier, si voilà, bah, très vite, tu vas repartir. Donc le territoire, en quelque sorte, il t'expulse, quoi. Et, euh, et du coup, ce territoire, bah, ceux qui y restent sélectionnent des gens qui ont une certaine constitution physique, une certaine dynamique, des gens qui aiment le froid, qui résistent bien. Et c'est pas du tout, et c'est génial parce que c'est pas du tout les mêmes gens que tu vois dans le Diois, donc à 40 km de la Chapelle en Vercors. Euh, ce n'est pas les mêmes, c'est pas du tout les mêmes personnes. C'est beaucoup plus babacool, c'est beaucoup plus décontracté, c'est beaucoup plus des gens qui ont envie C'est de plus chaud, ouais. ouais, d'être en short avec les tongs, de profiter de la vie, tu vois. Alors que le Vercors reste un endroit où voilà, tu coupes ton bois, tu vas le chercher dehors, tu fais. Tu vois, il y a tout un ensemble beaucoup plus, c'est plus costaud, c'est plus exigeant, quoi. Voilà, donc
Donc, tu n'as pas les mêmes corps, tu n'as pas les mêmes gens, tu n'as pas les mêmes filles, tu n'as pas les mêmes mecs. C'est vraiment étonnant. Ouais. Et il y avait beaucoup de gens qui faisaient de l'escalade, de la spéléologie, qui faisaient des sports de pleine nature là-haut, plus que dans le Diois, quoi, tu vois, où c'est… Et donc, si tu vas dans le Diois, bah, le territoire va te choisir aussi, quoi, tu vois. Donc, moi, j'aime bien cet aspect-là. Je trouve que c'est vraiment… Et finalement, vous n'avez pas été choisi alors si vous êtes parti. Ouais, voilà. Ou plutôt, j'étais choisi pendant quelques années. Et ça correspondait, je pense, vraiment à un moment de ma vie, entre 27 et 31 ans, où j'avais besoin de cette dynamique assez tendue, assez dure. J'avais besoin d'un milieu dur. Moi, je me souviens encore, mais bon, en plus, c'était une période où j'étais très solitaire, où je n'avais pas de copine, une période sentimentale assez dure. Et je travaillais à la maison d'aventure, donc à la Chapelle-en-Vercors, et je revenais, je faisais 7 km à vélo le soir pour aller dormir au Perce-Neige, qui est un centre de vacances qui existe toujours d'ailleurs et qui est à Saint-Aignan. Et ces 7 km, donc je les faisais généralement à minuit. Et en hiver, bah, voilà, c'est juste couvert de neige ou gelé. La route est à moitié gelée ou encore couvert de neige. Et même sans lumière, j'arrivais à rouler parce que tu as une telle luminosité de la neige que tu peux, tu vois. Et donc, franchement, c'est âpre, quoi. C'était âpre. Et même le lendemain, quand j'y allais, je devais remonter tout le petit col qui fait Saint-Aignan à la Chapelle. Il y a quand même un bon petit dénivelé, tu vois. Bah voilà, c'était une sorte de dynamique physique qui me convenait. Et après, j'étais un peu plus mou, donc j'étais là encore. C'est là, je vivais mieux. On a reçu beaucoup de questions de la part des spectatrices et des Ouais. spectateurs. Alors, il y a par exemple Fripouille qui nous demande quel lieu vous a inspiré pour décrire le passage de la flaque de l'Apsane. Ah, c'est rigolo. Ouais, très bonne question. Euh, pour le coup, ça n'a pas été le Vercors, même s'il y a un endroit où la sensation était un peu proche. C'est pour ceux qui connaissent, donc tu as les grottes de Choranche. Et des grottes de Choranche, il y a une cascade qui tombe des grottes de Choranche et qui fait une rivière qui s'appelle le Bournier. Le Bournier se jetant lui-même dans la Bourne, tu vois. Donc, c'est une sorte de petite rivière qui va se jeter dans la Bourne. Et il y a une balade absolument géniale à faire qui est souvent barrée ou interdite et qui est absolument fabuleuse. Fait que tu remontes le Bournier jusqu'à la chute de Choranche et tu passes, donc tu remontes dans la rivière. C'est du tuf orange, magnifique. L'eau, elle est d'un vert absolument splendide. Tu as toute une série de vasques que tu remontes. Et le fait de marcher dans l'eau en permanence, de remonter la rivière en marchant dans l'eau, tu nages, tu marches dans l'eau, tu renages, etc. Il y a un petit côté qui m'a donné un rythme pour l'Apsane. Mais sinon, c'était plus lié pour le coup à la Corse, au fait que j'étais sur cette grande plage à Nonza, que je faisais beaucoup j'appelais ça des randonnages, c'est-à-dire que je prenais le masque et le tuba et je nageais pendant une demi-heure, trois quarts d'heure le long des plages et des rochers. Donc, j'étais à 20 ou 30 mètres des rochers et je nageais en regardant les fonds. Et c'est ça qui m'a inspiré la flaque de l'Apsane, plus que le Vercors pour le coup. Il y a aussi Mathieu qui nous demande quel lien entre le paysage et la résistance. Ah ouais, c'est une très belle question. Je pense qu'il y a un lien très fort sur plusieurs aspects dans le Vercors. Il y a premièrement cette verticalité qui est permanente, c'est-à-dire que c'est une citadelle défendue par des falaises, et même à l'intérieur même du Vercors, tu as énormément de sites avec des falaises. Donc, c'est une verticalité à dépasser, à conquérir, à escalader, et qui est elle-même parfois flippante parce que tu longes des vires, etc. Donc, il y a ce côté-là. Il y a l'aridité, c'est-à-dire que le calcaire ne retenant pas l'eau, le calcaire étant percé par l'eau, et l'eau ne passant que par des grottes, mais très profondément, tu passes ton temps à ne pas avoir d'eau. Tu traverses les hauts plateaux, ceux qui connaissent le Vercors le savent, il n'y a pas de point d'eau, il y a juste un tout petit endroit où il y a un filet, mais ridicule. Moi, je me suis fait piéger une fois à le traverser en VTT, ce qui est complètement interdit. Mais à l'époque, je ne savais pas ces trucs-là. Jusqu'à dit, pas de Chabrinel et jusqu'à dit. Et on n'avait pas assez d'eau. Et moi, c'est vraiment la seule fois de ma vie où j'ai été en limite de vraiment d'hypo. Ok, parce que pas assez d'eau, il est Pas impossible assez de trouver. d'eau. Et donc, c'est super rare. C'est-à-dire que quand tu fais vraiment la traversée du Vercors, il faut que tu sois chargé en eau parce que tu ne vas pas être. Donc, ça implique une résistance physique assez grande. Et après, dans la résistance, il y a vraiment la notion de maquis. Même si le maquis Vertaco, il est rarement dense, il y a quand même des dimensions avec le buis où tu peux vraiment te cacher, etc. Il y a toute la dimension grotte, toute la dimension abri. Voilà. Et après, la résistance, elle est climatique, hein. C'est vrai qu'il fait très chaud l'été, il peut faire très, très froid l'hiver, surtout dans le Vercors Nord.
Tu peux avoir des -15, etc., des -20, et tu peux avoir vraiment la burle et vraiment énormément de vent glacé, quoi. Donc, les hauts plateaux en plein hiver, ouais, ça te fait comprendre ce que la résistance, ça peut être, quoi. Donc, il y a un lien entre ça. Après, les paysages eux-mêmes, si tu prends vraiment la notion de paysage, pas simplement le biotope, je pense que c'est vraiment lié à des choses comme les lapiaz, par exemple, où tu as un affleurement calcaire hyper aiguisé. Quand tu marches dessus, ça peut te couper quasiment les semelles. Donc, il y a une âpreté ouais, à dépasser, à conquérir. Et ça t'imprègne quand tu vis quand tu randonnes. Moi, je randonnais beaucoup. Ouais, ça finit par te marquer. Ça imprime une forme de résistance en toi, quoi. Oui. Est-ce que ça a un rapport aussi avec la résistance historique? Est-ce qu'on peut comprendre, par exemple, le fait que ce territoire, qui est une île comme ça, comme vous le disiez, ait pu accueillir beaucoup de Non, résistants bien et sûr, mais marqué aussi dans le territoire encore aujourd'hui? c'est extrêmement logique, surtout à l'époque. C'est-à-dire à l'époque où, effectivement, les circulations automobiles étaient beaucoup plus faibles, il y avait beaucoup moins de voitures, etc. Monter dans le Vercors, c'était un exploit à l'époque. Donc, tous ceux qui sont partis de les vallées, ils sont venus de la vallée, hein, très souvent, ils sont venus s'installer là-bas pour être protégés et de là, avoir une capacité aussi à se cacher. Il y a énormément de grottes. Donc, c'est des dimensions qui sont quand même extrêmement précieuses quand tu veux éviter les bombardements, quand tu peux te planquer des avions, tu peux, voilà. Donc, ça se comprend que ce lieu qui était une citadelle perchée ait été choisi. D'ailleurs, c'est un écrivain, hein, qui a fait ces choix-là en disant, là, on a un biotope tout à fait intéressant pour y loger la résistance, quoi. C'est sûr que Oui. quand tu es dans un vallée et que tout le monde peut venir, tu vois, c'était dans la vallée du Rhône, bon, bah, c'est pas là que tu vas mettre en place le… Donc, ouais, ça a été un très bon choix. Ouais. Et est-ce que cet esprit de résistance-là, il est encore marqué aujourd'hui? On le retrouve Ouais, dans je la… trouve. Ouais, vraiment, je trouve. Bah, déjà parce qu'il y a, mine de rien, il y a quand même une continuité historique. On a beau dire, même si maintenant la plupart des grands résistants sont morts, quoi, même s'il reste très peu de gens de l'époque, ils ont eu des fois des fils et des petits-fils qui connaissent l'histoire et qui la connaissent directement, pas du musée de la Résistance, du mur des fusils à la Chapelle, etc., qui la connaissent de vive voix, j'ai envie de dire, de transmission. Donc ça joue. Et puis, encore une fois, ouais, il y a ce lien, je te dis, entre le climat, la rudesse du climat et le fait que pour rester là-haut et pour y passer tout l'hiver, il faut une certaine résistance, il faut une certaine énergie, il faut un corps qui endure ça, qui est capable d'y tenir. Et ça pose des gens et des profils. Donc, je pense que la conjugaison entre la dureté du climat et l'histoire qui reste quand même ultra présente, parce que putain, tu as le cimetière de la Résistance, tu as le musée, tu as des mémoriaux un peu partout. Enfin, je veux dire, tu Des ne peux villes pas y reconstruites, échapper. ouais, des villes reconstruites comme Bassieux, Des par villes, exemple, ou La Chapelle, ouais, où il y a… Bassieux, quand tu vas à Bassieux, Ouais. l'empreinte de la guerre, elle y est. Nous, on y va chaque année. Là, on y allait, enfin, en tout cas, les 5 dernières années, on y allait. Au Nouvel An, on louait un gîte là-bas, quoi, à 30. Putain, Bassieux, moi, chaque fois, je n'aimais pas y aller. Et là, j'y vais parce que mes potes veulent y aller. Mais c'est d'une austérité absolue, ces espèces de pierres, de la reconstruction, tu vois, d'après-guerre. Tu sens que voilà, bah, ça a été effectivement détruit, bombardé et reconstruit. Et tu sens l'austérité des années de reconstruction, quoi, 46, 47, etc. Tu ne peux pas y échapper, quoi. Voilà, donc… ouais, mais cette présence, voilà, je trouve qu'elle apporte quelque chose. Elle te rend conscience que il y a eu aussi en France, bah, il y a eu des gens qui ne se sont pas battus et des gens qui ont collaboré, mais il y a eu des gens qui se sont battus, qui ont résisté. Et même si on sait aujourd'hui que c'est à peu près 2 millions d'habitants sur 40 millions, c'est à 5%, quoi, une personne sur 20, ce n'est pas énorme. Mais c'est le niveau de militance aujourd'hui, hein, en réalité, quand tu regardes les choses. Bah, ces 2 millions, le fait qu'ils aient été là, qu'ils se soient battus, qu'ils se soient accrochés, c'est ce qui a permis aussi à la France de garder son honneur à la fin de la guerre, ce qui a permis de rapidement aussi reconstruire une société qui a été très socialiste, très communiste au départ, grâce au Comité national de la résistance, grâce à la sécurité sociale qu'on a mis en place, etc. Tous ces acquis sont en train d'être perdus, d'être détruits par le néolibéralisme, mais ils naissaient de la guerre, quoi. Ils sont nés de la guerre, quoi. Et ils sont nés de la résistance. Voilà, donc c'est la résistance qui a mis en place la sécu qu'on a aujourd'hui. On l'oublie.
on l'oublie trop maintenant, quoi, tu vois. On devrait se dire, putain, le Conseil national de la résistance, ça a été un truc extraordinaire. Et beaucoup des choses très collectives, très solidaires qu'on a encore en France, tu vois, les assurances chômage, la Sécu, les retraites, etc., viennent de l'esprit de la résistance, quoi. Donc, ouais, Quelque part, ça vient un petit peu du faut s'en Vercors, il y a souvenir, un voilà. petit esprit, voilà. Voilà. Il y a malgré tout Jean qui nous demande, est-ce qu'on ne mythifie pas un peu le Vercors en assignant à ses habitants des traits de caractère par essence? Ouais, alors c'est jamais par essence, évidemment. Il faut toujours se méfier de ce truc-là parce qu'on fait du pittoresque, évidemment. On a toujours tendance à généraliser, à dire le Vercors est comme ça. Les Vertaco, ils s'appellent les Vertacomicoriens parce qu'ils reprennent le nom de la tribu préhistorique. En fait, le vrai nom, c'est les Vercusiens, en vrai. Mais ça m'a toujours fait marrer cette résistance, justement, au terme latin qui, pour eux, est trop administratif. Et ils se définissent mythologiquement par la tribu préhistorique qui étaient implantés sur le plateau. Rien que ça, dire on est des Vertacomicoriens, et abréviation Vertaco, ça dit tellement de choses sur ce pays. Après, très honnêtement, ça reste évidemment brassé, c'est-à-dire qu'il y a un gros écart toujours entre autochtones, ceux qui ont 3 générations au cimetière, et néo-ruraux, dont moi je faisais partie, puisque je n'avais pas les 3 générations. Il y a toujours ces tensions quand même, puisqu'on a toujours cette espèce de caricature de l'autochtone chasseur, etc., défendant son pays, et puis les néo-ruraux anti-chasse et défendant l'écologie. Ça reste quand même des dominantes, même si ce n'est pas aussi simple que ça, et puis et tant mieux que ça ne soit pas simple. Mais oui, il ne faut pas caricaturer. Il y a des gens qui viennent dans le Vercors juste parce qu'il fait frais, qu'avec le réchauffement climatique, ils sont mieux le week-end ou l'été, ou qui viennent pour le tourisme, ou qui viennent pour marcher, et qui s'en foutent complètement de l'aspect résistance. Ils sont simplement séduits par les paysages, par l'isolement, par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, c'est pas… évidemment, c'est pas systématique, mais je crois qu'il y a quand même une empreinte. Voilà, il y a une empreinte qui reste, qui n'est pas la même. C'est pas quelque chose que tu sens dans le Verdon, par exemple. Tu vois, tu vas pas sentir cette touche-là de résistance dans le Verdon. C'est pas un truc que tu vas… Voilà, la Chartreuse, j'ai pas du tout le sentiment, les rares fois où j'y suis allé, qu'il y a ça non plus, tu vois. Ça reste quand même un peu spécifique au Vercors, ça type Mais parce que aussi on maintient le mythe, oui, on le maintient, on le développe, on le maintient dans l'imaginaire. Moi, je le réutilise dans mes propres nouvelles ou mes propres livres. Je vais moi-même être un vecteur en tant qu'écrivain de cet imaginaire de résistance. Je vais continuer à alimenter le mythe, je vais continuer, tu vois. Donc, c'est ça aussi une culture, c'est que d'autres auteurs, d'autres artistes reprennent le flambeau et le prolongent à leur façon. Moi, la résistance, aujourd'hui, elle n'est pas, évidemment, elle n'est pas contre les Allemands, les nazis, elle va être contre le numérique, contre l'empire des GAFAM, contre l'auto-aliénation que suscitent ces outils numériques. C'est une autre forme de résistance qui est celle de notre époque, mais c'est quand même… C'est un esprit quand même qui se garde et qui se perpétue malgré tout. Ouais. Non, pour moi, c'est pas bidon. Voilà, c'est pas bidon. Il y a des lieux où vraiment il y a une sorte de bidonnage du passé, de la mémoire, qui fait que tu te dis bon, vous êtes gentil, mais c'est complètement plaqué. C'est pas le cas, je trouve, sur le Vercors. Oui, c'est vrai qu'on avait ressenti ça pour le coup dans notre premier numéro sur Saint-Malo et ses alentours. Il y a une mythification du passé corsaire, notamment à Saint-Malo, qui est très importante. Ah ouais. À fond. Ouais. Et en Bretagne, il y a toute une mythologie qui se maintient, tu vois. Oui, complètement. Il y a Lucie qui nous demande, est-ce que vous croyez au retour des jeunes générations dans les lieux plus reculés hors des villes? À fond, j'y crois à fond. Ouais. J'y crois à fond, mais aussi parce que je le vois, quoi. Parce que c'est déjà le Vercors, il faut le savoir, il faudrait voir les derniers recensements, etc. Mais c'est un… En tout cas, je te parle du Vercors central que je connais bien, c'est-à-dire que donc Saint-Julien, Saint-Martin-en-Vercors, Saint-Aignan, La Chapelle et Vassieux, donc ces 5 communes-là, c'est une communauté de communes qu'ils appellent donc le Vercors central, ouais. Il y a une augmentation de la population. Donc, ils sont obligés de faire des logements sociaux, notamment, ce qui nous fait toujours, nous, hurler un peu quand on vient de loin et qu'on a évidemment le mythe de la petite maison en pierre, etc. Ben non, il y a des logements sociaux. Et donc, il y a des baraques Phoenix en béton qui sont hyper pourries, dans lesquelles habitent des potes, notamment. Et tu dis, putain, mais oui, mais parce qu'il n'y a pas accès aux fermes. Les fermes sont rachetées parfois par des Hollandais, par des Anglais, par des gens qui ont les moyens. Et les locaux qui galèrent parce qu'ils touchent le SMIC ou moins que le SMIC et qui sont saisonniers à la station, à Fondure, des choses comme ça, et ils n'ont pas les moyens de se payer évidemment les baraques qui, pour la plupart, la moitié sont fermées en plus hors saison. Et du coup, sont en logement social. Mais il y a effectivement une augmentation et un retour
Et ça, on le voit dans beaucoup de régions françaises. Hein. Et encore plus avec le Covid. Hein. Là, ça a été une folie pour les agences immobilières. Quand tu discutes avec les agents immobiliers qui travaillent en zone rurale, hein, qui travaillent dans des zones de campagne, ils te disent, on n'ose pas trop le dire, mais on a eu 2 années extraordinaires. Quoi. On a tout vendu, on n'a plus rien en stock. Parce qu'il y a un vrai retour, mais lié, évidemment, on le comprend très bien, lié au fait que Internet te permet quand même de travailler à distance, que le télétravail a prouvé sa viabilité dans beaucoup de boîtes, ce qui fait que les boîtes l'acceptent beaucoup plus, alors qu'avant, elles se disaient non, mais il faut que vous soyez dans les bureaux, sinon ça ne marche pas. Là, il y a beaucoup plus de possibilités de faire 3 jours en ville et puis de faire les 4 jours suivants chez toi et de travailler. Donc, évidemment, le numérique, les réseaux ont permis ça, ce qui permet vraiment aux gens d'aller s'isoler. Donc, ça, c'est quand même très, très fort. Après, on a quand même un maillage TGV tellement extraordinaire en France, quand même, par rapport à d'autres pays, qu'on n'est jamais très loin d'une gare TGV. Le Vercors, il est très pratiqué parce que Valence TGV de La Chapelle, c'est 50 minutes, tu vois. Ouais. Si tu conduis bien, c'est même 45 minutes. Donc, 45 minutes, c'est que dalle, tu vois. Et quand tu es là-bas, tu es à 2h10 de Paris, tu es à 1h de Marseille, tu es à 40 minutes de Lyon, tu vois. Donc, ça reste Valence TGV reste par exemple une gare extrêmement rayonnante qui te permet d'accéder assez vite aux grandes métropoles. Et du coup, quand tu es dans le Vercors, tu ne te sens pas dire que tu es Je ne suis largué pas ou si isolée que ça. tu n'es pas loin en fait. C'est pas vrai, quoi. Je ne te parle même pas de Grenoble évidemment, tu vois. Mais donc c'est intéressant ce phénomène. Là, on le voit sur le Vercors. Ce qui a été hallucinant, c'est que c'est devenu un nouveau Luberon. Pour les intellos, j'ai envie de dire pour les écoféministes, pour les philosophes du vivant, les sociologues du vivant, tous ceux qui travaillent plutôt dans le champ écologique et de gauche, il y a un nombre d'implantations assez hallucinant en bordure du Vercors ou dans le Vercors même. Comme si, à l'époque, c'était le Luberon, il y a 20 ans ou 30 ans, avec les élus socialistes et toute la mouvance socialiste intellectuelle qui allait là-bas. C'était le biotope de cette population-là. Maintenant, c'est le biotope des gens qui sont en lien avec l'écologie et qui réfléchissent sur l'écologie. Je peux te citer 10 000 noms. Vous avez des noms à citer, par exemple? Ouais, il y a Baptiste Morisot qui est très proche de donc qui est vers Combovin, avec sa compagne Estelle Zong, qui pour moi, Baptiste, c'est vraiment le meilleur philosophe du vivant actuel. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui fait vraiment avancer la pensée sur ces champs-là, spécialiste du pistage en plus des loups et de pas mal d'espèces. Estelle Zong, qui est sa compagne, qui est une historienne de l'art et de l'art animalier notamment, et qui a fait un livre génial qui s'appelle Apprendre à voir sur notre rapport justement au vivant, à la nature. Tu as Corinne Moël-Darleux qui est à la Val d'Aix, qui est une élue vert à la région, mais surtout une écrivaine et une penseuse aussi, quoi, tu vois, à la fois. Très impliquée sur ces sujets-là aussi. Très impliquée sur ce sujet-là. C'est une nana extraordinaire, hyper intéressante, en plus très concrète. Je trouve qu'elle a une vision très réaliste des choses, mais avec une vraie volonté aussi de faire évoluer, de transformer. Voilà, tu as Émilie H, une écoféministe qui a dit, il y a t'as Pablo Servigne qui est à Boulk. C'est du délire. Enfin, voilà. Non, mais franchement, tu peux en trouver. Je crois qu'ils ont même fait un article dans Le Monde sur l'arc du Vercors avec tous les philosophes du vivant, les penseurs du vivant. Donc, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ces gens-là portent une résistance, qui retrouvent cette résistance dans le cadre du Vercors et qui cherchent évidemment des lieux où les écosystèmes sont préservés, où il peut y avoir un rapport effectivement à la nature qui est très riche, très dense. Tu vois, là où s'est installé Baptiste Morisot, il avait 2 meutes de loups, quoi, tu vois, qui étaient en activité. Alors, ils en ont tué une de louve, en plus de façon absolument dégueulasse, hein, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'elle était enceinte, ils l'ont tuée enceinte et ils l'ont tuée en mettant des carcasses de brebis, ce qui est rigoureusement, évidemment, interdit. Les chasseurs ont fait ça, Ouais, c'est les chasseurs qui ont fait ça. Ils l'ont attiré les carcasses de brebis au col, un peu au-dessus là-bas, je ne sais plus le nom du col, mais et voilà, ils ont tiré une louve qui était enceinte. Enfin bon, voilà, c'est doublement crapuleux, quoi. Voilà. Mais c'est comme ça que ça se passe, hein, et on sait à quel point le loup est clivant, à quel point ça crée des tensions extraordinaires entre à la fois les bergers, les chasseurs, les néo-ruraux, les écologistes, etc. C'est vraiment c'est passionnant à étudier politiquement ce que ça implique, etc., éthiquement et tout. Mais en tout cas, voilà, il y a des espèces remarquables qui sont sur ces sites, quoi.
On le ressent On beaucoup. parlait du lynx, hein, le lynx, on l'avait, moi quand j'y étais, il y avait le lynx, j'ai jamais vu évidemment, parce que c'est impossible à voir, mais il y avait le lynx sur les hauts plateaux du Vercors. Ouais. Ouais, on le ressent beaucoup dans notre numéro 2, justement, ce rapport au vivant. C'est vrai que finalement, il y a beaucoup de sujets où on retrouve ça. On a notamment rencontré, pour le coup, une éleveuse de brebis, mais on a aussi fait un reportage sur l'espace pour expliquer un petit peu voilà, comment ça Ouais, se super, fait. ouais, c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait aussi. Hein, Ouais, et à quel point complètement. aussi ça réagit de façon. Il y a des réactions négatives aussi parce que les gens, ça les choque complètement d'avoir un territoire en libre évolution, tu vois, de dire on prend un territoire de 500 hectares et on le laisse évoluer librement pendant 200, 300 ans pour que le vivant se reconstitue et recommence à rayonner, ce qui est une très belle idée, tu vois. Et il y a des gens qui ne comprennent pas, quoi, qui disent mais non, mais il faut exploiter, faut, tu vois. Oui, c'est pas encore facile à faire comprendre, c'est sûr. Ouais, c'est assez marrant, hein, mais c'est très intéressant, et je trouve ça très chouette qu'ils fassent ça. Ouais. Ouais. Et en quoi ça a changé votre rapport au vivant, vous, de Vercors? Le Vercors, je pense que qu'est-ce qui m'a le plus touché, j'essaie de réfléchir hein, à l'époque, ça m'oblige à revenir il y a 20 ans. Je crois qu'une des choses qui me touchait le plus, c'était la neige. En fait, c'est marrant, hein, c'est ce rapport à la neige, c'est-à-dire l'attente de la neige, l'arrivée de la neige, la façon dont la neige se transforme en permanence, que c'est vraiment une matière qui est fascinante parce qu'elle se dégrade, elle se transforme, elle regèle, elle est poudreuse, et, euh, et c'était plus ce rapport-là aux éléments. Moi, j'étais moins, j'irais envie de dire, j'étais moins dans le vivant à l'époque. Je pense que j'étais plus sur la roche, le calcaire. Vraiment, le calcaire, ce que c'est, une falaise, les lapiaz, cette présence permanente de la pierre et de la difficulté qu'ont les plantes à pousser au milieu, etc. Il y avait le côté neige, quoi, tu vois, il y avait les rivières, tu vois, j'étais plus finalement dans du minéral peut-être que du vivant. À l'époque, je pense, je ne regardais pas les empreintes, je ne sais pas de comprendre quel animal était passé là, je ne regardais pas les crottes, tu vois, depuis que je côtoie Baptiste Morisot, bah, ouais, je fais un petit peu de pistage, tu vois, je regarde la forme des crottes, est-ce que c'est frais, c'est pas frais, quelle espèce, tu vois, j'essaie de m'intéresser à ça, ce qui n'était pas le cas du tout. C'est la rencontre avec Baptiste Morisot qui a fait vraiment changer. Ouais, ça a été très déclencheur, ouais, vraiment. Il m'a amené en pistage, on a pisté un loup, ça change ta vie, hein, ouais, ça change ta vie, parce que c'est vraiment… Bah, lui, il est tellement extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a tout, quoi. C'est-à-dire, il a à la fois les connaissances de terrain extrêmement précises, c'est-à-dire qu'il peut reconnaître effectivement une trentaine de traces différentes, distinguer évidemment les chiens et les loups, etc., distinguer par les crottes, ce qu'ils appellent les laissés, être capable d'interpréter ces traces selon la position, et puis après, il a en plus derrière toute une réflexion philosophique qui est très forte sur ce qu'est le pistage, à quel point ça a été au niveau anthropologique extrêmement intéressant, que certainement que la démocratie même est née autour du pistage, est née autour du fait de suivre des traces à plusieurs et de décider où l'animal avait pu passer, de discuter de l'endroit où l'animal avait pu passer pour le chasser, quoi, tu vois, puisque c'était des chasses à l'endurance. Et il montre que c'est certainement autour de ce travail de discussion et d'hypothèse liées à la trace, quoi, liées aux pistes, que c'est constitué peut-être même le langage, ou en tout cas les discussions et les débats qu'on appelle après démocratiques, tu vois. Et ça, franchement, l'anthropologie, personne ne l'avait posé comme ça jusqu'ici, et je pense que ça me paraît très réaliste en plus, quoi. Tu vois, on dit toujours la démocratie elle est en Grèce, mais ça n'a rien à voir, évidemment. Tu vois, la démocratie, elle est une discussion vitale. Les discussions vitales, c'est de savoir où l'animal est parti pour pouvoir l'atteindre, parce qu'il chassait 8 ou 9 heures d'affilée, il chassait à l'endurance, et quand l'animal était en une hyperthermie, les muscles ne fonctionnent pas et donc ils se figent. Et là, en fait, parce que nous, on croit, tu vois, les trucs à la Rahan, les trucs chevaleresques, etc. Mais non, c'était une chasse vraiment à pied, de long terme, en endurance. Et à la fin, l'animal se figeait parce qu'il était en hyperthermie. Et là, ils arrivaient à 2 mètres et ils mettaient un coup de lance dans le truc, parce que l'animal ne pouvait plus bouger, quoi. Donc, ce n'est pas très spectaculaire, si tu veux, dans le mode de chasse, mais c'est très réaliste. Et ça voulait dire que, bah, comme on n'est pas assez rapide, l'homme n'est pas assez rapide, comme il a une très mauvaise vision, il a un mauvais odorat, etc. Et la seule possibilité qu'il avait, c'était de bien pister, c'était de bien suivre et d'arriver à retrouver où il était passé l'animal. Même si tu avais une demi-heure de retard, même si tu avais, tu vois.
Et donc, tu réfléchis en te disant, bah ouais, c'est à partir des traces, c'est reconstitué. Donc ça, Baptiste explique ça. Du coup, quand tu sors en nature, moi, je ne regarde plus les choses pareilles maintenant. Tu vois, Ouais, ça a changé complètement ouais, le vraiment. regard aussi que vous portez. Et j'imagine que maintenant, du coup, c'est un philosophe qui compte parce que vous vous intéressez beaucoup à la philosophie. Si Baptiste Morisot a changé un peu cette perspective des choses, c'est aussi important pour vous. Ouais, j'essaie. Tu sais, il y a vraiment un courant qui est extrêmement intéressant de réflexion, enfin, on peut dire d'éthologie, c'est-à-dire d'études du comportement animal et d'études fines du vivant, donc à la fois sur le végétal et sur l'animal. C'est-à-dire qu'on a des connaissances en ce moment de plus en plus fines, poussées, approfondies sur, par exemple, un arbre, comment un arbre alimente son écosystème autour, comment même une souche qui a été coupée continue à être active, comment le mycélium, qui est cette espèce de réseau souterrain qui court sous la forêt, est décisif pour toutes les espèces, les champignons, etc. Toutes ces compréhensions, toute la sentience aussi que peuvent avoir les plantes, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre que les plantes ont une sensibilité, essentiellement à la lumière, aux sels minéraux, mais aussi au vent, mais aussi aux autres espèces, etc., et aussi aux animaux. Enfin, qu'il y a une sentience, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des trucs qui poussent et qui seraient complètement dénués de sensibilité. Donc, tous ces apports scientifiques contemporains qui se redoublent par une analyse de philosophie, souvent, de réflexions philosophiques dessus, bah, ça crée un champ de savoir qui est extrêmement intéressant et qui nous renoue au vivant, enfin, qui nous redonne envie enfin, moi, en tout cas, qui m'ont redonné vraiment envie de me dire, ben non, en fait, je ne suis pas dans un décor, je ne suis pas dans un environnement, je ne suis pas seul au milieu de l'environnement, je suis tissé à d'autres êtres vivants qui vivent parmi moi, qui vivent des fois en moi parce qu'on a un microbiote, on a plein de bactéries. Donc, le vivant, il est à la fois partout. Chaque fois qu'on inspire, on a 6 bactéries qui rentrent, qui sortent. On a le microbiote de 5 kilos dans nos ventres. On a énormément de choses aussi sur la peau. Et puis, on est tissé à l'extérieur avec toutes ces espèces qui sont parmi nous et avec lesquelles on interagit, quoi, sans même s'en rendre compte, quoi. Donc, d'avoir à nouveau conscience de ça, c'est ce que permet aussi la vie, je trouve, à la campagne, tout simplement, quoi. La vie à la campagne, tout ce que je dis là, c'est assez évident. Les gens savent reconnaître un merle, savent reconnaître une mésange charbonnière, savent reconnaître tu vois, le cri d'une alouette Lulu. Ils lèvent la tête, ils te disent c'est une buse ou c'est un vautour fauve ou c'est un aigle royal, alors que quand tu es urbain, les mecs, ils lèvent la tête, ils disent oh, il est grand cet oiseau, c'est quoi tu vois, ils sont incapables de reconnaître un milan d'un aigle ou, tu vois, Et moi, ça me fait sourire aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais comme eux, tu vois. Donc, Ça s'apprend aussi, j'imagine. ça s'apprend, ouais, ça s'apprend et Finalement, ça c'est s'apprend. la dualité entre urbains et ruraux qu'on a tendance à… Enfin, c'est très présent en ce moment et j'ai l'impression, encore plus dans cette campagne présidentielle. Est-ce que… Enfin, elle est peut-être un peu vaine parce que finalement, si on s'installe, peut-être qu'on peut apprendre justement à connaître tout ce qui nous Bien entoure. sûr, bien sûr. Non, Et c'est passionnant, tu vois. C'est-à-dire que tu démarres à zéro et c'est pas grave, tu vois. Tu peux, tu vois, les ornithologues, ils écoutent des cassettes de chants d'oiseaux, quoi. Puis au bout d'un moment, ils finissent par reconnaître et à distinguer, tu vois. Et c'est pareil sur les oiseaux. Moi, toi, ce que disait Baptiste, qui est très beau, c'est qu'il dit, en fait, on ne reconnaît pas les oiseaux parce que, tu vois, tu prends le vautour fauve, tu vois, ils vont dire, oui, mais alors, le bord des ailes est noir, le centre est plus brun, la tête est blanche, l'aile est cassée avec un… Bon, ok, tu peux avoir une description physique, mais en fait, la réalité, c'est ce que dit Baptiste, c'est que tu le reconnais, ce qu'il appelle le gise. Le gise, c'est l'allure générale de l'animal. C'est comment l'animal vole, comment l'oiseau vole, tu vois. Et la façon dont vole le vautour, même si tu es très loin 1 kilomètre, tu sais que c'est un vautour, pas sa façon de voler, tu vois. Moi, maintenant, je suis dans les Alpes du Sud, là, on a acheté un domaine là-bas. Le circaïde Jean Leblanc, je le reconnais parce qu'il fait comme ça, tu vois. Quand il est en vol stationnaire, il est obligé de faire un recul arrière pour rester en stationnaire sur le truc. Ce que va jamais faire un vautour fauve, quoi, tu vois. Donc, tu le vois faire ça, même s'il est très loin, je sais que c'est le circaïde, tu vois. Et que les vautours fauves, on en a plein, on a la cuche là-haut. Bah, tu le vois parce qu'ils prennent les thermiques, ils sont toujours dans un vol comme ça. C'est extrêmement rare qu'ils battent des ailes, tu vois. Et juste à la position des ailes, à la façon dont ils volent, à la façon dont ils prennent le thermique et ils montent, tu sais à 19 chances sur 100 que c'est le vautour fauve, tu vois. Donc, tu apprends avec le GIS, tu apprends à l'allure générale comme quand tu reconnaîtrais un copain qui arrive à 500 mètres et juste à l'allure, la façon de marcher, tu le reconnais. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que c'est une connaissance, c'est un savoir qui devient un savoir d'expérience, qui devient un savoir sensible. C'est pas juste, bah voilà, là, je vais t'apprendre ce que c'est un vautour fauve, je vais te décrire exactement les couleurs, le plumage, tu vois. Et là, ça devient intéressant. C'est là que tu te sens vraiment, effectivement, faire partie cité aussi, comme, j'imagine, de ce vivant-là qui nous entoure. ouais, comme les gens qui te disent, bah voilà, tu vois, quand tu vois un saule qui est là tout d'un coup au milieu de notre terrain, nous, il y a un saule, tu sais que bah, forcément, il y a un point d'eau parce que tu sais que le saule, il ne peut pas vivre.
Donc, tu apprends à repérer et à décrypter ton terrain aussi en fonction de ce qui y pousse. Et tu n'as pas besoin d'être prêt pour reconnaître que la feuille, c'est un saule et machin. Voilà, Oui, on parle d'ailleurs dans le pays numéro 2 des gypaètes barbus. Je ne sais pas si Ah ouais, vous connaissez super. parce qu'il y en a il y en a Ouais, il y en a chez nous aussi encore, dans les Alpes. Ouais, ouais. Ils avaient disparu pendant un petit temps. Je voulais aussi vous demander, puisque vous avez parlé un tout petit peu des Alpes et de la réserve, que vous avez acheté une réserve, c'est ça, récemment ou... Ouais, en fait, c'est pas. Bon, on aimerait bien acheter une réserve, mais on n'a pas les. Non, on a acheté un domaine avec un collectif. On crée on a appelé ça une. J'adore faire des acronymes, mais on a appelé ça une ZEST. Voilà, c'est une zone d'expérimentation sociale, terrestre et enchantée. Voilà, c'est-à-dire qui marie les dimensions écologiques, les dimensions artistiques et les dimensions politiques. Donc, c'est un lieu qui est assez chouette, où il y a 50, enfin, qui est très chouette, hein, honnêtement. C'est au-dessus de Sisteron, dans le massif des Monges. On a une vue absolument fantastique qui porte à 60 km. C'est 1300 mètres d'altitude. C'est l'ancienne bergerie, en fait, qui fait 50 mètres de long, sur lequel il y a une soixantaine de lits et 50 hectares voilà, de terrain. Et on va essayer de développer justement un écolieu, mais un lieu aussi où il y aura de l'accueil social, de l'accueil de jeunes en galère, et on va essayer de nourrir une culture du vivant là-haut. C'est-à-dire, on a créé une école des vivants qui, pour l'instant, ne propose que quelques petits stages. C'est ce qu'on vient de démarrer en juin, quoi. Donc, c'est écoledesvivants.org, hein, si ça intéresse les gens. Et dans cette école, eh ben, il y aura des stages à la fois artistiques, politiques, écologiques, où tu apprendras à… Enfin, voilà, on essaye de nourrir la culture du vivant des gens, de créer ce renouement avec les espèces animales, végétales, comprendre un écosystème, comprendre un biotope, avoir simplement le plaisir de savoir randonner, d'aller se baigner en rivière, de ramasser des champignons, de savoir qu'est-ce que tu peux ramasser ou pas, de reconnaître les oiseaux, voilà, de retisser des liens et de se faire plaisir, quoi. Je pense que c'est hyper important. Ouais. Oui, il y a Clara qui nous demandait, avez-vous réfléchi à votre prochain roman et si oui, de quoi va-t-il parler? Mais j'ai l'impression que le projet, ça a l'air d'être plus… Ouais, le projet parler prend tout pour actuellement. l'instant. Oui, j'ai des pistes. C'est-à-dire que j'aimerais bien être capable de faire un roman. Moi, je travaille en polyphonie dans mes romans. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages et chaque personnage s'exprime par dit je, quoi, et s'exprime avec un style différent. Et j'aimerais réussir à le faire ça avec des animaux, quoi. Vraiment avoir la capacité à rentrer dans la subjectivité d'un animal, écrire comme un vautour pourrait écrire s'il avait accès au langage, ou comme un loup pourrait lupiner s'il avait accès à la langue. Réussir à trouver une espèce d'affinité stylistique avec les manières d'être vivants qu'ont ces animaux, ou même des plantes, hein, tu vois. Écrire comme, tu vois, comme un buis écrirait, qu'est-ce que ça donnerait si j'utilisais la sentience du buis, la façon dont lui perçoit le monde, tu vois, et qu'il le perçoit par la lumière, par le soleil, il le perçoit par l'eau, il le perçoit par les sels minéraux, etc. Qu'est-ce que ça produirait dans le… Donc, je pense que c'est jouable, mais ça implique une écriture très poétique, très… Et bon, s'il arrive, c'est juste génial, mais ça me paraît très difficile à faire. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Parce que je ne veux pas faire de l'anthropomorphisme. Le but, ce n'est pas de faire l'anthropomorphisme, ce n'est pas donner comme dans les bandes dessinées où on va avoir le loup qui parle comme un humain, etc. C'est d'arriver à un point extrêmement proche du mode de vision, d'audition, de vécu d'un loup, et de réussir à le transcrire, à le faire ressentir. Voilà. Faire ressentir comment un loup sent le monde, éprouve le monde. Voilà. Ça serait ça. Je pense que la littérature est capable de faire ça. C'est peut-être le seul art capable de le faire, mais c'est hyper… c'est hyper ambitieux, en fait. Hein. Voilà. J'espère le faire peut-être au moins sur un animal, mais ça implique déjà d'avoir la capacité, une sorte d'intuition de ce que l'animal éprouve, et c'est pas évident. Toi, là, j'ai fait un affût au castor, c'était génial dans le Gard, et j'étais dans l'eau avec les castors, avec le masque, et je suis resté comme ça. Et tu sens des choses, voilà, tu sens des choses. Et si je restais vraiment longtemps, si je le faisais tous les jours, comme le font les cinéastes animaliers qui bossent dessus, je pense qu'au bout de certain nombre de semaines, j'arriverais à sentir le monde comme un castor le sent, tu vois. En tout cas, à m'approcher de ces perceptions-là, tu vois, c'est-à-dire que tu sors de ton humanisme, de ton humanité, et tu rentres dans un espèce de devenir castor, tu vois, comme dirait Deleuze, quoi. Donc ça, c'est un bon délire. Moi, j'ai bien envie d'essayer de…
Ouais. Ouais, mais est-ce qu'il y aurait moyen de transcrire ça avec des mots de notre langue? Ouais, Ouais. ouais, je pense. Ouais, je Ouais. pense. Ouais. Je pense que c'est possible, mais ça implique de modifier à la fois la syntaxe, à la fois toute la néologie, c'est-à-dire tout le choix des mots et d'utiliser la ponctuation au maximum, d'utiliser la passe blanche, les espaces, tout ce que le livre peut permettre, quoi. C'est-à-dire les masses blanches, les masses noires, la ponctuation, la syntaxe, utiliser tous les systèmes d'assonance. C'est un énorme boulot, mais voilà, tout est possible. Hein. Mallarmé a fait des trucs tellement géniaux, tu vois, donc tu te dis, bon, voilà, Mallarmé, il pourrait le faire, voilà, sauf qu'il est mort. Mais tu te dis après, voilà, il faut essayer de réussir à. Mais ça m'intéresse, en tout cas, ça m'intéresse, même si je le fais que sur un seul animal, d'arriver à approcher ça. Mais sinon, j'ai pas d'autres. Non, non, j'ai pas. Je suis vraiment dans le concret. Là, j'ai décidé d'agir concrètement. Donc, on fait cette zone d'expérimentation. On essaie que ça soit un lieu ouvert, que plein de gens y viennent, que ça alimente, voilà, que ça alimente les gens, puis que ça donne un peu voilà, d'espoir, de désir, de beauté, d'horizon à une période qui est ultra fermée, ultra difficile, où ce qui nous attend, c'est la lutte entre la droite dure et la dure droite, ou l'extrême droite et la droite dure, enfin, tu vois, et avec des discours proto-fascistes qui reviennent, qui sont extrêmement fermés, qui sont extrêmement angoissants, et qui parient sur la peur des gens, en fait, hein, qui parient sur l'anxiété des gens. Donc, on est sur vraiment une utilisation extrême de la peur, qui est vraiment extrêmement désagréable. Peur de l'autre, peur de la contamination, peur de l'hygiène, peur de ne pas avoir l'immunité, peur des migrants, peur de tout, quoi, tu vois. Donc, et on capitalise politiquement là-dessus. Donc, c'est une sale période. Du coup, c'est chouette d'avoir des zones comme la nôtre, mais il y en a pas mal en France, hein, en fait, des communautés, des ZAD, des ZAG, voilà, des oasis, ça porte des noms différents, mais c'est le même principe. C'est des gens qui se réunissent, qui accueillent d'autres gens et qui essayent de développer d'autres fonctionnements. Voilà, on essaie de se faire du maraîchage, on va faire l'élevage de chevaux, voilà, on essaie d'avoir une certaine autonomie énergétique. On essaie de montrer les voies qui seraient celles, on va dire, du monde d'après, ou en tout cas d'un monde qui serait au-delà du capitalisme fermé dans lequel on vit, quoi, dans lequel on est piégé aussi, quoi. Donc voilà, c'est un peu le. Et vous y croyez, en tout cas, vous pensez aussi qu'il y a Ouais, des ouais, ouais. Non, mais de toute façon, peurs qui peuvent exister. ce qui est important, c'est même pas de croire que ça va se répandre et d'un seul coup que ça va faire tache d'huile sur la France entière. C'est de se dire que ça crée des archipels, ça crée justement des îlots de résistance, ça crée des endroits où ça vit, tout simplement, même sans parler de résistance, où ça vit, où ça vibre, où des choses se passent et que ça donne envie. Voilà, ça donne envie. Et du coup, les gens, ben, une fois qu'ils sont passés là, ils se disent, putain, quand même, ce mode de vie, il est quand même chouette. Je pourrais peut-être essayer de vivre différemment que ma vie en ville et ce que j'y fais. Et c'est comme ça que tu changes aussi progressivement une société, quoi. Tu vois, une société, elle change parce que les gens ont des expériences concrètes qui leur plaisent, qu'ils ont envie de reproduire. C'est aussi simple que ça, quoi. Si ces expériences n'ont pas lieu. Donc, pour ça, moi, je dis zone d'expérimentation, c'est juste pour dire, bah voilà, on va essayer d'autres choses, certaines qu'on va planter, certaines qu'on va réussir, peu importe. Et c'est pas grave de se planter. Tu apprends autant en te plantant, sinon plus qu'en réussissant. Là, on va faire du maraîchage de montagne à 1342 mètres. Ça va être coton, tu vois. Mais voilà, on va apprendre des choses, on fait venir des gens qui nous apprennent, on espère apprendre après aux gens qui sont venus, etc. Quoi. Mais voilà, c'est dire, on essaie de retrouver un peu ce qu'on appelle de puissance, c'est-à-dire pas du pouvoir, mais de la puissance, c'est-à-dire de la capacité à faire. Voilà, la capacité à faire. Je pense qu'on pourrait terminer par une dernière question, celle de Ouais. Mathieu. Est-on plus vivant en comprenant le vivant? Ah oui, ouais, carrément. Ouais. Ah oui, oui, carrément. Ouais. Ça c'est une certitude. Hein. Ce que ça produit, c'est que. Mais bon, il faudrait pas mal de temps pour expliquer pourquoi. Ça correspond à, j'essaie de le dire simplement, ça correspond à un concept que développe justement encore Baptiste Morisot, c'est ce qu'il appelle les ascendances animales. C'est-à-dire, il dit, nous, on vient d'espèces. On vient de l'éponge marine au départ déjà, tu vois, donc c'est assez rigolo. Et notre rapport au sel, elle est corrélée à ce que l'éponge marine avait construit, quoi. Et on est passé par plein de types d'espèces. C'est-à-dire on a une parenté, comme il dit, une parenté alien, c'est-à-dire une parenté étrangère avec beaucoup d'autres espèces. Et du coup, on a en nous tout un ensemble de facultés qui sont partagées par d'autres animaux. Voilà. Et c'est des facultés physiques, sensorielles, mais aussi des facultés des fois cognitives. Tu vois, il te dit par exemple un chevreuil qui arrive devant une forêt, et devant toute une série de buissons, il a la capacité à discriminer le différent vert de ces buissons pour savoir les jeunes pousses, des vieilles pousses, etc.
bah, cette capacité à discriminer parmi tout un ensemble, une multiplicité de choses, ce qui me convient, bah, c'est une faculté qu'on a aussi et qu'on exerce, nous, dans la science. Il dit la patience de la panthère des neiges qui peut attendre des heures, sa proie, etc. Cette patience pour que quelque chose survienne, c'est quelque chose qu'on a hérité aussi dans nos ancestralités animales. Donc, on partage, en fait, avec ces espèces-là. Et il y en a plein, en fait, il y en a des milliers, tu vois. Et du coup, c'est ce qui explique que quand tu comprends les animaux, quand tu t'intéresses à eux, ça fait entrer en résonance ce qu'ils font avec des choses que tu as déjà en toi, tu vois, et ça te rend plus vivant. Voilà. C'est comme si tu avais des cordes qui étaient communes avec eux et de les voir vibrer chez le castor, bah, ça te les fait vibrer en toi aussi, quoi, tu vois. Quand tu vois un bébé castorin qui essaye comme ça, qui entraîne ses poumons pour faire ballast et pas remonter trop vite, qui se coince sous une branche pour pas remonter trop vite et tout, bah, tu te rends compte que c'est des trucs que tu fais toi-même en plongée, quand tu plonges, et tu vois, tu as des systèmes de correspondants. Après, tu vois le même castor qui prend une feuille avec ses ongles et ça, qui dépiote la feuille, qui la mange. Bah, tu reconnais l'ancestralité animale que tu as aussi par rapport à ça, et ça fait un lien. Et donc, ça te rend aussi plus vivant, tu sens les liens. Ce qui te rend vivant, c'est de sentir tout ce qui te tisse à d'autres espèces. Tu vois, c'est assez fascinant, en fait, tu vois. Et même sur des trucs très cons comme les araignées que tu as chez toi, quoi. Tu vois, moi, c'est génial. J'étais chez un gars qui est cinéaste animalier, qui est fantastique. Le gars, il laisse toutes les toiles d'araignée chez lui, quoi. Tu vois, tu es entre son évier et ses toilettes. Il y a une énorme étoile. Alors, il ne laisse pas tout, parce que sa femme pète les plombs au bout d'un moment. Mais il vit avec une mygale de Provence, il vit avec une veuve noire qui est sous le truc, il vit avec d'autres espèces. Il les filme, hein, machin. Il les filme extraordinairement, d'ailleurs. Et à un moment donné, ils m'ont montré un film qui est incroyable. Tu vois un éphémère, donc qui a un papillon comme ça blanc, qui se prend dans la toile, et l'araignée, elle vient, et elle se tient sur deux pattes, et les 6 autres pattes, elles emmaillotent, comme si toi, tu enveloppais un bonbon, elles emmaillotent l'éphémère, tu vois. Tu la vois travailler et emmailloter le truc. Et c'est incroyable de beauté, quoi. C'est-à-dire que c'est des pattes extrêmement fines qui font ce que des mains feraient, tu vois, nous, si on… Et ce n'est pas anthropomorphique de dire ça, c'est juste que la capacité qu'elle a de faire ça, toi, tu l'as aussi dans d'autres champs, quoi. Et on la partage, en fait, tu vois. Et tu te rends compte que en fait, les problématiques qu'elle affronte, les enjeux qu'elle a pour se nourrir, là, c'est pour stocker sa nourriture, en l'occurrence, elle l'enveloppe pour la stocker et la manger après, quoi, tu vois. Et ben, c'est toi-même que ce que tu fais quand tu déballes ou que tu emballes tes fromages, tu les mets au frigo. Bah, tu vois, et ça te rend plus vivant de percevoir ça et de sentir que l'araignée qui vit chez toi, ce n'est pas juste un truc qui te fait chier, qui te fait aller toi l'araignée et que tu vas enlever au balai et que tu vas écraser l'araignée, machin. C'est une espèce vivante qui vit, qui a des enfants, qui développe des choses, qui a un habitat, qui a des rapports avec des proies, qui elle-même est prédatée par d'autres animaux, quoi, tu vois, et qui vit elle-même dans un écosystème qui est relié à plein d'autres espèces, qui est relié à des végétaux, et ça te rend plus vivant, ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il faut le faire sentir, voilà. Il faut que les gamins ils le sentent, il faut qu'on retrouve tout ça. Mais cette culture, il y a 2 siècles, on l'avait. Enfin, tu vois, elle a été perdue à la modernité, elle a été perdue au moment où la civilisation industrielle se déploie. Et c'est ça qu'il faut retrouver, tout en gardant cette finesse scientifique qu'on a, tout en gardant la technologie aussi qu'on a, etc. Ça ne s'agit pas de revenir à la bougie ou quoi que ce soit, hein. Il s'agit de garder tout ce que la technologie aussi apporte, mais avec sobriété, et puis de retrouver ce lien qui a été perdu. Oui, très bien. Donc, vous travaillez maintenant sur ce lien avec le vivant. Ouais, vraiment, c'est une priorité, je fais ça, ouais. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Alain Damasio. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les Manon, ouais. qui nous ont posé des questions. Et puis, à bientôt, peut-être dans le Vercors ou ailleurs. Ah, bah, j'espère, ouais. Là, ça serait chouette. Ou là-haut, hein, là où on est, dans le Versisteron, ouais. Voilà, super. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous, ouais. Merci.